Bonjour à tous et bienvenue du coup pour ce webinaire qui s'organise dans le cadre du programme Digitalis Future qui est piloté par Digital 113 et ses partenaires sur le sujet vendre vite et mieux dans la filière agri-agro grâce au numérique. Donc je suis Angélique Randolet, je suis responsable du programme Digitalis Future pour Digital 113. Donc quelques mots, donc Digital 113, on est l'association des entreprises du numérique en Occitanie. Et on déploie le programme Digitalis Future, qui est un programme dédié à la transformation numérique des filières, sur laquelle on adresse 6 filières cibles, dont la filière agri-agro. On adresse aussi la filière industrie, santé, transport, mobilité, bâtiment et le secteur public, si j'en ai pas oublié. Et donc, dans le cadre de ce programme, notre idée, voilà, c'est vraiment d'animer en fait tous les sujets dédiés à la transformation numérique sur la région Occitanie. Pour ça, on s'appuie sur des partenaires sur chacune de nos filières, donc ADOC, l'AREA Occitanie, Vinceo, on a aussi Agri Sud-Ouest Innovation et Kitia Agropolis, qui sont les réseaux et les groupements de la filière agri-agro, Viti, et avec lesquels on travaille sur un comité de pilotage pour ensemble répondre aux besoins de transformation numérique de la filière. Et puis nous, Digital 113, le cluster du numérique, évidemment, on réunit, on va dire, les compétences et les experts du numérique qui peuvent répondre aux besoins de ces filières-là. Donc c'est tout l'enjeu de ce programme-là, c'est de vraiment créer des synergies en local sur la dynamique digitale et de favoriser voilà, toutes ces synergies et un écosystème innovant pour les filières de la région. C'est dans ce cadre-là voilà, que s'organise ce webinaire et il est aussi porté par le programme Occitania EDIH, qui est un programme européen pour accompagner justement les entreprises à leur transformation numérique, qui propose un dialogue 360. Mais ça, du coup, Élodie Dadoc en parlera un peu plus tout à l'heure. Donc, au sommaire de cette matinée, on aura une petite introduction justement sur les enjeux pour la filière agri-agro et viti. Et ensuite, on aura euh, 4 cas d'usage sur la partie développement commercial dans la filière agri-agro. Un cas d'usage présenté par l'entreprise Eto sur marketing automation B2B. Ensuite, nous aurons un cas d'usage présenté par Impact Evolution sur le marketing digital et LinkedIn. On aura ensuite les cas d'usage de Line Paysanne qui interviendra avec l'entreprise Gambaware sur l'optimisation de leur ERP et CRM. Et enfin, un dernier cas d'usage par Synapse Développement sur le chatbot et la relation client avec l'entreprise Isagri. Et tout à la fin, du coup, on pourra répondre aux questions-réponses. On ne pourra pas faire de questions-réponses à la fin de chaque intervention. Donc, je vous propose de noter dans le chat, du coup, vos questions aux intervenants, si vous avez des questions qui vous viennent pendant les interventions. Et on y répondra à la fin ou les intervenants pourront y répondre aussi par écrit en fonction des questions que vous avez. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc, on passe tout de suite à la partie introduction sur les enjeux filière agri-agro, sur cette partie développement commercial. Donc, je laisse la parole tout de suite à Julie Cicatello de l'association Vinceo. Merci Angélique. Vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Donc, je suis Julie Scatello, chargée de mission pour Vinceo. Vinceo, c'est une association créée en 2007 à l'initiative de l'ex-région Languedoc-Roussillon et aujourd'hui région Occitanie. Aujourd'hui, Vinceo, c'est un réseau de plus de 100 structures, fournisseurs, techniciens, onologues, équipementiers, chercheurs et enseignants au service des vignerons et des caves. Donc, on est très euh, porté sur la vitiviniculture. Et notre objectif, c'est de promouvoir et développer le savoir-faire de la filière vitivinicole avec 3 missions qui sont de valoriser les compétences, dynamiser les échanges entre les différents acteurs et grâce à ça, stimuler l'innovation dans la filière. Et après 3 ans de travail avec France Agrimaire et l'Institut Agro de Montpellier, nous avons présenté en novembre 2024 une étude prospective à horizon 2045 qui met en exergue l'importance et l'adoption du digital pour ces structures, pour qu'elles puissent rester compétitives. Alors, cette importance, elle est liée aux mutations de la filière
on les connaît, donc la baisse de consommation qui fait que le marché devient plus petit et donc plus de concurrence entre les acteurs. Et aussi, dans le monde actuel, les fluctuations et le manque de visibilité qui, en tout cas grâce au digital, pourraient répondre à ces problématiques-là. Mais en parallèle, on a aussi les modes de consommation et les modes d'achat qui évoluent très rapidement. Et que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels, on est à la recherche de plus de transparence, de personnalisation et une expérience plus adaptée. Donc les circuits de distribution se diversifient et c'est là que le numérique vient apporter un rôle crucial pour nos entreprises. Et on espère en tout cas que grâce à ce webinaire, on puisse avoir des réponses pour renforcer les visibilités des entreprises, mieux connaître les marchés et développer des approches de prospection plus ciblées et plus efficaces. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est notre besoin, que ce soit dans la filière Viti, mais aussi agri-agro. Et ouais, je pense que j'ai résumé un peu les enjeux et je laisserai la parole à chaque cas d'usage pour mieux expliquer comment on peut répondre à ces problématiques. Oui, illustrer, avec des cas concrets, ouais. Super, merci Julie. Élodie, si tu veux prendre la Ou- suite? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'introduire ce webinaire sur un sujet qui est quand même assez crucial hein, pour nos entreprises agricoles, agroalimentaires et viticoles. Hein. Comment vendre plus et mieux grâce au numérique. Donc, je suis Élodie Ledréan, je travaille chez Adoc dans la direction innovation, département transformation, avec un focus particulier sur la filière Viti-Agro. Depuis plusieurs années, j'accompagne les acteurs très différents hein, des domaines, des CAFCOP, des PME agro, des fournisseurs agricoles. Et ce qu'on constate partout, c'est que le numérique voilà, n'est plus une option. Hein, c'est un véritable levier de performance commerciale. Et aujourd'hui, donc je vais compléter l'introduction de Julie qui était très bien, très macro, en vous donnant aussi quelques exemples liés à l'accompagnement qu'on effectue dans le cadre de l'EDIH Occitania. Donc, je vais vous introduire, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est le DIH Occitania et vous expliquer au travers de cas concrets qu'on accompagne au travers de ce dispositif aussi en quoi ça retombe souvent sur des problématiques commerciales et comment le numérique vient comme effet levier justement sur ces problématiques. Donc, le DIH, c'est un Occitania. Alors, je ne sais pas si tu peux bouger les slides du coup. Ouais. Voilà. Du coup, en page 2 suivante. C'est un guichet unique régional qui est cofinancé par l'Europe et la région, qui est destiné à accompagner les PME et les ETI d'Occitanie dans leur transformation numérique, en s'appuyant sur un collectif de 14 partenaires, tous hyper spécialisés sur les hautes technologies, l'IA, la cybersécu, la data, la robotique, le cloud, le financement, les calculs de performance. Enfin, je vous donnerai un petit peu plus de détails, mais voilà. Et ce dispositif, il permet vraiment à toutes les entreprises, quelle que soit sa taille ou sa problématique et son niveau de maturité digitale surtout, de formuler leurs besoins en transformation. Donc, de bénéficier d'un diagnostic personnalisé et de construire, grâce à un expert digital, une feuille de route réaliste. Ensuite, il sera orienté vers les bons partenaires du consortium pour mener à bien et déployer cette feuille de route et accéder parfois à des tests technologiques, formation, financement et surtout un accompagnement sur mesure. Voilà. Donc, c'est vrai que je rebondis sur ce qu'a présenté Julie, hein, c'est très juste. Donc, les enjeux liés à la transformation digitale dans nos secteurs, c'est une complexité commerciale croissante, hein, avec la multiplication des circuits, des cycles de vente plus courts, hein, des clients qui attendent des réponses vraiment immédiates, transparentes. Et fluides. Une pression accrue sur le temps. On a tous de moins en moins de temps. Hein. Les équipes sont souvent à flux tendu. Voilà, et nous, on nous dit souvent d'ailleurs, on sait qu'on doit faire plus de digital, mais on n'a même pas une minute à y consacrer. Ok, bon. Une demande plus forte de valeur et d'expérience client, hein, que ce soit les acheteurs, les restaurateurs, mais aussi les consommateurs finaux.
Et dans la majorité des diagnostics que nous faisons au travers de l'EDH, les problématiques identifiées sont d'abord commerciales. Gestion des leads, automatisation des tâches, pilotage, diversification de mon activité commerciale. Voilà, donc je vous ai mis quelques exemples concrets. Donc, c'est vrai que le numérique change vraiment la donne en termes commercial. Et avant tout, il s'agit de quoi? Bah, de gagner du temps et d'automatiser intelligemment. Hop, excuse-moi, c'est la slide d'avant, mais c'est elle équivalent à celle-là. Voilà, donc je vous ai pris ça peut être des entreprises qui cherchent à structurer, bah, leur activité, à diversifier leur activité, comme dans le VT, le no-tourisme, en automatisant les réservations. Ça peut être des producteurs avec des difficultés à gérer des leads suite à des participations à des foires et des salons, donc besoin d'automatisation, de CRM, de manière à accélérer le taux de transformation. Ça peut être des PME agro qui ont des tendances, qui ont des fortes dépendances dans un ou deux circuits de distribution et qui ont besoin de la digitalisation pour élargir leurs canaux. Et puis des coopératives en manque de pilotage commercial et qui ont besoin de mieux prioriser leur marché en s'appuyant sur le digital. Voilà, donc quelques exemples. Je vais pas tu peux passer la slide suivante. L'action du DIH sur ces entreprises, c'est l'audit de maturité mené avec l'expert digital, l'identification des priorités numériques. Est-ce qu'elle a besoin d'un CRM, cybersécu, automatisation, la proposition d'un plan d'action avec qui est phasé et des priorités à moyen et long terme. Et ensuite, un plan d'action qu'on va suivre jusqu'à 3 ans. Voilà, donc c'est vraiment un parcours qui est tout à fait personnalisé. Tu peux passer la slide. Voilà, l'évaluation du besoin, le diagnostic, l'audit et plan d'action et la mise en œuvre et suivi qui peut durer, comme je disais, jusqu'à 3 ans. Slide suivante. Ça, c'est voilà, c'est les services à la carte, hein, donc l'accompagnement, des solutions techniques. La mise en relation, c'est aussi un des bénéfices de l'EDH, c'est la possibilité d'accéder vraiment à tout un écosystème qui n'est pas forcément familier pour l'entreprise, qui est là parfois seul avec sa problématique et qui ne connaît pas toutes les solutions possibles du marché. Donc, on s'appuie sur nos partenaires, dont Digital 113, qui eux-mêmes ont des adhérents d'une grande diversité, d'une grande richesse et qui peuvent aussi répondre à leurs besoins. Voilà, donc je dirais voilà, ça c'est l'ensemble du consortium d'experts. Donc vous voyez, intelligence artificielle, IoT, calcul haute performance, éthique de la donnée, données spatiales, cybersécurité, formation. Donc des experts qui sont vraiment à la disposition des entreprises. Et bah, voilà, donc si je conclus, pour conclure et aller à l'essentiel, en prenant l'exemple d'Occitania, c'est que voilà, aujourd'hui, on se rend compte au travers des problématiques qu'on rencontre, d'entreprises qu'on va accompagner, que le numérique est un véritable accélérateur commercial, hein. Il permet de mieux cibler, de mieux suivre, de mieux convertir les leads, d'offrir des meilleures, expériences clients et tout en pilotant, en optimisant le pilotage commercial des entreprises. Voilà. Parfait. Merci Elodie. On va pouvoir mettre le lien peut-être vers EDH Occitania Oui, et dans on la a conversation. voilà, et on a un rendez-vous le 20, bah, la semaine prochaine en fait à la Cité de l'économie et des métiers de demain à Montpellier, à côté de la clinique du Millénaire. Justement, le Transfo Digital Day, c'est une journée entièrement dédiée au digital, à la transformation digitale et on va, parler également, les experts de l'Occitania, de la team Occitania seront là pour accueillir les entreprises, effectuer des diagnostics, Directement. directement sur place et pouvoir enclencher un accompagnement personnalisé. Voilà, donc n'hésitez pas ce jour-là à venir nous C'est ça. Bon, on rencontrer. va mettre les liens dans la conversation vers Oui, le bien sûr. DIH Occitania et vers l'événement Transfo Digital Day. Un peu la suite Mm. de ce webinaire. Super, merci Elodie pour ton intervention. Et on va tout de suite passer au premier cas d'usage avec Célia Rica qui va se présenter du coup et nous présenter un cas d'usage sur du marketing automation B2B dans le domaine Viti. Tout à fait. Bah, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, Célia Ricard. Donc je travaille avec l'agence Eto. Donc Eto, on accompagne les acteurs du secteur principalement vinicole dans leur transformation digitale. Et moi, mon rôle, c'est d'intervenir donc en tant que directrice marketing externalisée auprès d'entreprises du secteur sur des missions à la fois stratégiques et très opérationnelles sur des sujets définis ensemble avec les clients.
Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un cas que je rencontre, régulièrement, surtout dans le secteur B2B, Vini, mais je pense que ça se transcrit aussi pas mal de manière plus globale, dans d'autres secteurs. C'est la prospection qui coûte, du temps pour, peu de résultats ou, en tout cas pas ceux qu'on espère et donc comment le marketing digital peut soutenir les commerciaux de manière très concrète. C'était, la slide d'avant, mais c'est pas grave, j'arriverai, très vite. Et donc, plus précisément, donc le cas concret aujourd'hui, c'est du coup la mise en place, d'une stratégie donc de marketing automation, dans une entreprise, B2B, et de voir comment est-ce que ça peut justement venir, tout l'objectif du marketing, hein, c'est de soutenir les efforts commerciaux. On vient de l'entendre déjà en introduction que la problématique qui revient souvent, et qui est souvent enfin qui est très aidée par le digital, c'est bien les objectifs commerciaux, c'est le commercial. Donc, le marketing automation est là pour soutenir justement cette stratégie commerciale. Donc slide suivante. Donc dans mes missions, il y a ce constat de terrain qui revient souvent. La prospection à froid, elle fait perdre trop de temps aux commerciaux. Les listes de contacts, elles sont éparpillées dans des fichiers Excel. Parfois, on a un fichier par zone ou par commercial. Donc les informations, elles ne sont pas, homogènes d'une personne à l'autre et donc résultat, les données, elles sont dispersées et donc pour attirer l'attention en ligne, on fait des salons, on a un site internet, on utilise les réseaux sociaux, souvent sans grande conviction. Donc il y a mes collègues, à la suite qui vont en parler aussi, des stratégies LinkedIn et cetera aujourd'hui. Et surtout, on n'a pas de suivi global, donc des échanges avec les prospects. Les objections, les freins, les signaux d'intérêt, ils se perdent un peu. Ils sont vraiment, dispersés entre les différents commerciaux, les différentes équipes de l'entreprise. Et donc ce qu'on vise, c'est de passer de chercher à être trouvé, par les bons profils, de prioriser donc les demandes grâce à des signaux, comportementaux clairs, d'être réactif, côté vente et de travailler ensemble dans un CRM partagé. Donc un CRM partagé, c'est-à-dire c'est là où le marketing, lui, il attire, il segmente et il nourrit à partir de ce CRM, les contacts prospects et clients. Et le commercial, lui, donc il partage ce CRM aussi, alimente la base avec la réalité du terrain. Donc les retours d'appel, les objections, les intérêts, et cetera. Donc par exemple, en exemple concret, on a, un appel qui est souvent considéré infructueux par un commercial, par exemple. Lui va vraiment représenter une vraie piste d'opportunité pour le marketing, qui va venir nourrir en contenu, ce prospect qui, par exemple, a dit: «Bon, c'est trop cher». On va le nourrir, on va l'alimenter avec justement des arguments, des cas concrets, des preuves comme quoi il y a un vrai retour sur investissement. Voilà, donc c'est un peu un jeu de passes décisives entre le marketing et le commercial. Et donc tout ça, en fait, on le met en place via une stratégie de marketing automation qui va venir, articuler, en fait, toutes ces actions, ces passes décisives entre le marketing et le commercial. Donc, ce marketing automation, il s'installe en 5 étapes, en tout cas, là, dans le cas concret que je vous explique, ça se met en place en 5 étapes. D'abord, on cartographie donc le parcours client. C'est-à-dire qu'on pose toutes les étapes par lesquelles passe un contact, donc découverte, considération, évaluation, achat, onboarding, expansion. Donc là, on est sur le marketing pur et dur. Et on repère les trous dans la raquette, d'accord? Où le contact il disparaît, où l'information se perd, et on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'elle se perd. En parallèle de ça, on va aller, travailler sur l'hygiène du CRM. C'est-à-dire qu'on va s'assurer qu'on a un CRM, en tout cas une base client qui est propre. Par propre, j'entends, pas de doublons, ils ont tous les mêmes champs, on parle des prospects de la même façon avec le même langage. On segmente simplement, pas besoin de faire une machine à gaz, non plus, et je laisserai, Gembauer, vous en parler plus en détail parce que je crois que c'est le cœur, de leur sujet, aujourd'hui. Ensuite, on crée des contenus qui attirent. Donc en marketing, on appelle ça des lead magnets, mais plus simplement, ça veut dire que c'est des contenus qui vont permettre d'attiser l'intérêt chez vos prospects et surtout, pour qu'eux aient accès à ce contenu, ils doivent, forcément vous laisser en échange leurs coordonnées, c'est-à-dire nom, prénom, mail. Vous avez déjà dû voir sur les réseaux sociaux, sur des sites internet, parfois en échange d'un livre blanc secteur, on vous demande de rentrer vos informations contacts. Voilà, on appelle ça donc des contenus qui sont créés vraiment pour attirer. Ça sert à quoi? Déjà à capter un intérêt réel
chez les contacts que vous récoltez. Donc, vos contacts, ils arrivent dans votre CRM avec déjà un intérêt pour le sujet, le service, le produit que vous vendez. Donc, on appelle ça des prospects qui sont plus chauds que de la prospection à froid lambda. On sait qu'ils sont intéressés par votre sujet. Ensuite, on met en place des scénarios d'automatisation. Donc, c'est là qu'on parle en fait de marketing automation. C'est qu'au lieu d'écrire chaque mail à la main ou d'envoyer chaque message LinkedIn un peu au hasard, enfin voilà, on paramètre des réactions automatiques à un comportement donné. Donc, par exemple, je vous donnerai des scénarios vraiment concrets juste après, mais si on télécharge un livre blanc et qu'on a donné ses coordonnées, bah, derrière, on va recevoir un mail et derrière, on va recevoir un petit scénario qui a été créé, paramétré à l'avance en fonction du sujet qui vous intéresse. On va vous relancer sur tel ou tel contenu, en lien bien sûr avec votre service et toujours avec un lien de possibilité de prendre rendez-vous avec le commercial, d'appeler le commercial, etc. Sachant que l'objectif final reste toujours bien sûr la conversion et la vente du prospect. Et bien sûr, étape qu'on oublie souvent, mais qui reste essentielle, qui est la partie pilotage, d'accord? Il n'y a pas besoin, encore une fois, d'un tableau de bord, d'une usine à gaz, mais c'est essentiel, de toujours suivre, les indicateurs clés que vous avez mis en place, que vous avez convenus selon vos objectifs. Et ça permet, en fait, des ajustements rapides, basés sur les données réelles du terrain. C'est tout l'intérêt du marketing automation, c'est qu'on peut itérer, on peut améliorer, on peut faire évoluer en fonction des réactions comportementales de vos prospects. Voilà, donc les exemples de scénarios concrets. Vous pouvez passer à la slide suivante. Merci. Donc, côté outils, on reste, il n'y a pas besoin d'avoir des choses beaucoup trop complexes. Encore une fois, on a besoin d'un CRM avec plateforme d'email intégrée ou en tout cas connectée. Parfois, elles font même carrément SMS, etc. Donc, aujourd'hui, on a des outils qui sont très complets. On a besoin d'un calendrier de prise de rendez-vous en ligne parce que qui dit digital, il faut bien sûr aussi laisser la possibilité à votre prospect qui n'est pas forcément à proximité. On peut faire des liens rendez-vous à distance. Et un tableau de bord simple pour tout suivre, toujours. Donc, moi, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début, je vous parle d'un client VT en B2B. Alors lui, en l'occurrence, il fournit des capteurs en cave. Et pour lui, on a déployé donc 2 scénarios qui reviennent de toute façon de manière très générale chez la plupart de nos clients. Le premier scénario, la problématique, elle était qu'on peinait à faire venir les prospects à nous. Donc ça, c'est l'une des premières remarques qu'on demande côté commercial. Donc la réponse, c'était de produire un actif utile. Là, en l'occurrence, c'était un simulateur de gain. Donc, c'est-à-dire, c'était une petite calculette en ligne où on rentrait. Alors là, moi, je suis dans le Vitivini et eux, ils vendent des capteurs en cave. Donc, on rentrait par exemple le nombre de fûts, le nombre d'hectolitres qu'on avait, etc. Mais c'était 3 petites questions très rapides. Et en retour, ils avaient justement une simulation de gain, c'est-à-dire combien ils allaient gagner grâce au service du client en consommation d'énergie, en euros, en volume. Et donc, bien sûr, pour accéder à leurs résultats, il fallait en échange donner échange mail, nom, prénom. Donc, c'est un donnant-donnant, c'est-à-dire que là, on a la possibilité de voir un peu le potentiel que notre cave aurait avec cette technologie. Donc, on est quand même intéressé par le sujet. Et en échange, je donne mes coordonnées à l'entreprise. Donc, cette petite calculette-là, on l'a diffusée donc sur le site internet, bien sûr. On l'a diffusée par email ciblé à ce qu'on avait justement, vu qu'on a un CRM bien segmenté, bien rangé. On a ciblé ceux, par exemple, qui font de l'élevage, parce que là, je parle de viticulteurs qui ont des chais, quoi, pas ceux qui font que de la vigne, par exemple. Via des publicités LinkedIn et même en salon via QR code. Voilà, on touche un peu tous les canaux à disposition du client. Et la séquence, en fait, qui est déclenchée derrière, donc une fois qu'il a rempli ce petit formulaire, elle est très simple. À J+0, donc il complète le formulaire et il reçoit les résultats du diagnostic avec son retour sur investissement, combien il gagnerait en temps, etc., avec l'utilisation du service de mon client. À J+3, on envoie une preuve en lien avec ces résultats, c'est-à-dire là on a vu qu'il y avait une possibilité de gagner beaucoup en consommation d'énergie, enfin d'économiser beaucoup en consommation d'énergie. Donc on va envoyer du contenu qui a été automatisé à l'avance, qui va être en lien avec cette problématique. Et à J+7, on propose soit un audit flash ou une réunion de 30 minutes au prospect. Donc là, voilà, dans cette démarche, vraiment, ça sert à remplacer une prospection à froid. On ne contacte pas tout le monde avec une problématique sur la consommation d'énergie. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais on va vraiment aller cibler
les contacts qui ont déclenché qui ont l'air d'avoir ce besoin. Donc, c'est vraiment une prospection à chaud. Et dès qu'il y a un signal fort, donc une page de rendez-vous qui a été cliquée, plusieurs consultations de l'email avec les résultats, on rappelle dans la journée. Là, le commercial, il doit être réactif. Vu qu'on a récupéré le numéro de téléphone dans le petit formulaire, le commercial, lui, il appelle, il note l'intérêt, les objections dans le CRM. C'est pas dit qu'il va convertir, mais on a beaucoup plus d'infos très précieuses sur ce contact qui va permettre derrière au marketing de continuer à faire mûrir le client avec des contenus qui correspondent à ses objections, pour lever ses freins, pour lever ses objections. Donc voilà, on est vraiment dans l'opération chirurgicale, dans de la précision, et tout ça, ça ne demande pas forcément un travail gigantesque parce qu'il y a beaucoup d'automatisation dans ce que je suis en train de vous raconter. Le scénario B, donc autre type de scénario, autre cas d'usage, il y avait une problématique, c'est il y avait beaucoup de devis qui étaient envoyés et plus de retour derrière. C'est quelque chose qui revient souvent. Voilà, le devis il est envoyé, puis on n'a plus de nouvelles, plus de son, plus d'images. Le commercial, il n'a pas forcément, il y en a qui envoient je ne sais pas combien de devis par jour, il n'a pas forcément le temps de rappeler tout le monde tout le temps. Il se concentre sur son objectif à lui, c'est de se concentrer sur les opportunités à valeur, quoi. Donc là, c'est là que le marketing, encore une fois, automation rentre en jeu. Le CRM, il indique qu'à J+15, il n'y a toujours pas de nouvelles depuis que le devis a été envoyé. Pas eu de message, pas eu de mail, pas eu d'appel téléphonique. Tout ça, ça peut être suivi par certains CRM, ou alors c'est le commercial qui l'a indiqué. À J+15, il y a un scénario qui va se déclencher. C'est un email qui va être envoyé, court et direct, reprendre où vous en étiez. Ça marche aussi pour le B2C. Vous recevez souvent des emails vous avez laissé des choses dans votre panier. Voilà, c'est ce type de message, mais dans le B2B, on essaie d'être un peu plus subtil. Et donc voilà, on reprend où vous en étiez, on reprend le contact, chose qu'il n'a pas toujours le temps de faire, que le commercial n'a pas tout le temps de faire. Plus 48 heures, on envoie une preuve simple, c'est-à-dire en lien avec là où il en était. On essaye de lever ses derniers doutes, on essaye de reprendre là où il avait exprimé des doutes, on répond à ses douleurs. Et à J+7, on fait une dernière relance avec option claire, appel téléphonique ou un créneau d'installation, pour essayer vraiment de lancer l'onboarding en fait et de lancer la vente, de convertir. Donc on soutient vraiment le commercial ici pour s'assurer qu'en fait, c'était pas quelqu'un qui a demandé un devis mais sans forcément être intéressé, et le commercial, lui, il perd pas son temps à faire ses relances, Dès qu'il y a un signal fort, bien sûr, c'est-à-dire un clic sur le mail, une page rendez-vous, etc., on a un rappel sous les 24 heures du commercial. C'est obligatoire si on veut tenir la cadence et rester vraiment, maintenir ce lien avec le prospect qu'on a créé depuis le début, Voilà, et si bien sûr l'appel n'est pas fructueux, donc c'est-à-dire ne part pas sur une vente, on journalise dans le CRM la cause probable du blocage et la prochaine action à planifier. Et là, le marketing, il pourra envoyer des contenus en lien avec ça. Voilà pour les petits exemples de scénarios, On dit toujours être au bon endroit au bon moment. Donc, l'automatisation, ça sert à ça, C'est vos prospects, ils ne sont pas toujours disponibles au même instant, et vos scénarios, eux, ils restent disponibles quand l'intérêt, il est là chez eux, Donc, les résultats qu'on observe, forcément, quand on exécute bien ces scénarios, c'est d'abord une hausse des demandes entrantes qui sont qualifiées, forcément, des rendez-vous plus utiles et du temps rendu aux équipes. Donc, on suit des indicateurs simples, les demandes entrantes, le nombre de rendez-vous qualifiés, le temps économisé, la réactivité entre le premier envoi du contenu et le rendez-vous qui a été déclenché avec le commercial. Comment est-ce qu'on a été réactif entre chacune de ces étapes. Et en très peu de temps, on voit la différence. Le cycle de vente, il gagne vraiment en régularité il est plus court, Les commerciaux, ils passent moins de temps sur des relances faibles et plus de temps sur des opportunités sérieuses. Donc, on a un vrai taux d'ouverture des emails qui augmente de 15 à 30%, un gain de productivité, bien sûr, logiquement, qui augmente de 25 à 40%. Ça, je vous ai vraiment fait des moyennes entre les différents profils de clients que j'ai. Et une qualité de base CRM, une fois qu'on a instauré les bonnes méthodes, c'est juste des questions de process. Mais encore une fois, je pense qu'on vous l'expliquera en détail après. Mais quand on a un bon process, un CRM est facile à entretenir et c'est très, très utile pour la stratégie commerciale. Voilà, donc j'ai une dernière slide, je crois. Non, pas de dernière slide. Non, c'était ma dernière, celle-ci. Je ne sais plus. Ah, si. Ah oui, voilà. Et donc, dernière slide, oui, c'est que, bien sûr, il faut que tout le monde joue le jeu.
c'est pas que le marketing. Comme je vous en parle depuis tout à l'heure, il y a vraiment, vous avez remarqué ce duo déjà entre les services marketing et commerciaux. Moi, c'est un point d'honneur que je me fais en arrivant chez mes clients, c'est vraiment d'embarquer le service commercial. Le marketing est là pour soutenir les ventes et les ventes, c'est les commerciaux qui font la conversion. Donc voilà, il y a vraiment un tandem qui est essentiel. La direction est bien sûr là pour bien définir les objectifs clairs, les critères de réussite et surtout arbitrer les priorités. Voilà, c'est-à-dire quand on a, parfois on peut, et le marketing et le commercial vouloir toucher à tout, tout le temps. On a besoin d'un capitaine de bateau, quoi. Et je rappelle aussi la petite importance, je vous ai parlé de données contacts. Voilà, on récupère des emails, on récupère des noms, prénoms, parfois des numéros de téléphone. Il est toujours intéressant quand même d'avoir un contact DPO ou IT en interne à l'entreprise, en tout cas qui s'assure de qui garantit la conformité RGPD et la sécurité des données dans tout ce qu'on traite et dans tout ce qu'on fait avec nos CRM et nos communications. Voilà, donc règle du jeu, bien sûr, c'est d'être réactif. On met en place un marketing automation derrière, il faut assurer quand il y a des prises de rendez-vous dans la journée, quoi. Et toujours s'assurer qu'il y ait justement cette communication entre les commerciaux et le marketing et les directions, quoi, qu'il y ait des réunions pour s'assurer que le cycle de vente est fluide, qu'on partage bien les retours terrain et qu'on fasse, comme je vous l'ai dit, le marketing, c'est de l'itération. Donc, qu'on fasse des ajustements techniques immédiats, voilà, en fonction des retours. Voilà, donc je suis disponible si vous avez des questions et je pense qu'on va rentrer de toute façon dans les détails de tous ces parce que marketing automation, c'est une automatisation entre les différents canaux, mais on va rentrer dans le détail des canaux par canaux, à commencer justement par LinkedIn, si j'ai bien compris, juste après moi. Tout à fait, mais c'est parfait. Merci beaucoup, Sonia, pour l'intervention. C'était parfait pour démarrer. Et en effet, on va continuer un peu plus en détail avec le marketing digital et plus précisément les campagnes LinkedIn avec Impact Evolution. Et je vais tout de suite laisser la parole du coup à Agnès Boré, qui est la dirigeante d'Impact Evolution. Alors évidemment, si vous avez des questions qui vous viennent pour Célia, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on pourra y répondre à la fin. Et c'est une belle continuité parce qu'effectivement, la conclusion de dire de jointer le commercial avec la partie marketing. Et nous, notre dada, c'est de dire finalement, il faut désiloter la direction, le codir qui a ses objectifs et sa vision. La partie effectivement commerciale qui, elle, a des objectifs financiers qui, du coup, se rattachent au pôle financier aussi. Il y a une dimension RH derrière aussi, les bonnes personnes aux bonnes places et tout ce petit monde doit bien communiquer et la partie communication. Et ça, c'est hyper important d'arriver à désiloter et on se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, les gens se parlent, mais finalement, les remontées d'infos qui sont utiles, la vraie data, ne remontent pas. Et si effectivement, ce conseil me semble tout à fait opportun. Alors, me concernant, donc je m'appelle Agnès Boré. Pour les rencontres digitales, c'est plus Valentin Boré que vous croisez habituellement, donc qui est mon mari et mon associé. Pour ma part, j'ai créé Impact Evolution il y a déjà plus de 21 ans. Finalement, nous nous définissons comme des boosters d'influence. Notre cabinet de communication globale accompagne aussi bien les entreprises locales, mais aussi françaises. Donc, ça peut être de la PME, de l'ETI, des grands comptes, des institutionnels, comme les collectivités, le tourisme, des associations et industries, également aussi du sport professionnel. En fait, on a 3 leviers chez nous. Le premier, c'est le branding de marque. Le deuxième, c'est le marketing digital et la production notamment de sites Internet. Et le troisième, l'organisation d'événements. Donc finalement, nos stratégies de com et de market digital, ainsi que toute production en général, sont maîtrisées en interne. Et ça, c'est un élément qui est important parce que ça permet un meilleur ROI. Notre objectif depuis 2021, et c'est ça qui est drôle, ça n'a pas changé, c'est d'améliorer l'image de marque et d'augmenter la notoriété et générer plus de leads, du lead qualifié. Et si plus est, effectivement, s'il y a de l'automotion derrière, ça sera très, très bien parce que ça fera gagner du temps à tout le monde. Alors, je vais passer, normalement, j'ai la main pour passer la slide. Oui, normalement, c'est bon. Voilà.
On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous proposer en parallèle deux contextes, deux cas clients différents et vous verrez qu'il y a des éléments qui se croisent. Le premier, c'est un laboratoire. Donc, un laboratoire Gersois qui est spécialisé dans les produits agro et notamment les produits anti-nuisibles pour les rongeurs. Et il s'adresse effectivement à du B2B uniquement sur des professionnels indépendants comme du grand groupe. Donc, ils avaient une situation au départ qui était un e-shop qui était ancien, pas fonctionnel, pas pensé dans une démarche digitale et on le voyait assez aisément parce que le lien entre le digital e-shop et la partie ADV, effectivement, tout devenait papier, on basculait sur le CRM mais en manuel. Donc, finalement, il y avait du faussement digital. Et donc, un site e-shop qui n'était absolument pas utilisé. Le deuxième point, c'était de dire l'enjeu, c'était d'arriver à digitaliser cette relation client et favoriser cette commande en ligne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pourquoi? Quand il s'agit par exemple d'un indépendant, la journée, il est à l'extérieur sur chantier. Donc évidemment, toujours compliqué et complexe de laisser du temps pour prendre le téléphone et prendre une commande sur des produits. Donc digitaliser cette relation client. Et l'objectif, en parallèle de ça, c'était en profiter pour augmenter le panier moyen via l'e-shop et également d'attirer de nouveaux clients sur cet e-shop. Et la fonctionnalité, le développement de cet e-shop, finalement, c'est un atterrissage qui va grandir au fur et à mesure. Probablement qu'il y aura du livre blanc derrière aussi avec de la donnée et ainsi de suite. Je refais pas ce qui a été expliqué. Le deuxième problématique qui est un petit peu différente, alors on me dirait Intermarché, pourquoi en fait, ils n'avaient pas de présence digitale. Ne pas oublier qu'en fait, Intermarché, pourquoi on l'a travaillé? Parce qu'on a un monsieur qui s'appelle Monsieur Lacroix, qui est propriétaire de 4 Inter de l'Est toulousain, ainsi que d'un Roaudi. Et ce chef d'entreprise donc fait partie du groupement des mousquetaires. Et les mousquetaires, pour ceux qui ont vu de près ou de loin de la publicité, ils sont producteurs et commerçants. Donc l'idée finalement, c'était de voir l'impact local et la mise en avant des producteurs locaux au travers de la marque Intermarché et donc de Monsieur Lacroix. Donc au départ, on n'avait pas de présence digitale ou très très peu, notamment social media, de la marque en local. L'enjeu, c'était d'arriver à se rapprocher du client final via une mise en avant du modèle unique producteur et commerçant, donc vraiment la mise en avant des producteurs qui ont été sélectionnés et comment ils travaillent, quel est leur quotidien et comment le produit final arrive finalement sur les points de vente. Et en fin de compte, développer l'influence de la marque auprès des différents acteurs locaux. Donc ça, c'est un deuxième sujet où on ne va pas traiter les choses de la même manière. Et on va le voir. Sur la solution, dans la démarche, dans le premier cas de figure du laboratoire, on a déjà établi un audit digital. Pourquoi? Parce que quand on demande à un site web d'avoir de la visibilité, de drainer du nouveau client et de savoir un peu où on en est, eh bien, un audit digital est absolument indispensable pour comprendre comment cette marque est positionnée à l'heure actuelle, enfin en tout cas la gamme de produits qui a été proposée sur des professionnels. Et finalement, on se rend compte d'un certain nombre de choses entre la fluidité et la démarche que l'on propose à l'internaute avant même qu'il soit arrivé sur le site. Donc, ça passe par de la requête, qu'elle soit sur Google ou sur l'IA. Et finalement, qu'est-ce que, par exemple, Google va voir ou qu'est-ce que l'IA va voir? Quelle est la perception de cette identité-là et de cette marque-là? C'est un point qui est incontournable, sans quoi, en fait, on ne sera pas pertinent, on n'ira pas appuyer là où il est important d'appuyer et de voir aussi par rapport aux concurrents comment se positionner. Le deuxième point, et ça a été un point fort sur ce dossier-là, c'est l'entretien avec les équipes ADV et commerciales. Parce que finalement, ils ont un CRM qui est imposé par la filiale nationale, ça pas de souci. Par contre, derrière, comment on arrive à jointer à partir du moment où il y a une commande ou une demande de devis qui est faite, qu'est-ce qui se passe derrière? Et là, on se rendait compte qu'il y avait pas mal de choses qui étaient assez manuelles, assez mécaniques. Et quand on met en place un dispositif digital, justement, ce côté mécanique, effectivement, les gens n'avaient pas de temps, peut-être pas prêts aussi à changer leurs habitudes, mais on sait pertinemment que le digital est censé amener du mieux, amener de la plus de fluidité et finalement de gagner du temps. Donc, on en perd au début parce que ça fait bouger tous les process, mais on en gagne par la suite. L'autre point qui était important, c'était de mettre en place la définition finalement du parcours client, comment il arrive sur ce site et qu'est-ce qu'on va lui proposer derrière, de quoi a-t-il besoin, quels sont ses points de douleur. Et là, on va toucher sur le volet plus personae.
qui sont mes cibles, comment ils se comportent, quelle tranche d'âge ils ont et finalement quelles habitudes ils ont sur l'aspect digital. Ça nous a amené au-delà du site à une stratégie digitale avec une carte d'empreinte digitale. Ben, finalement, c'est de comprendre quels sont les différents leviers et quels sont les différents canaux qui vont amener à cet atterrissage, c'est-à-dire à cet e-shop. Ensuite, bien entendu, on a développé l'e-shop et on a formé les équipes pour arriver à faire jointer. Donc, il y a des choses en fait qui sont liées aussi à la notion d'RGPD, de comment je connecte le CRM, comment ça m'enclenche automatiquement la création du client dans mon CRM et ainsi de suite. Donc, avec un volet assez technique derrière. Donc, après, c'est on y va pas, comment la DSI se comporte vis-à-vis de ça. Mais ça, c'est à prendre en compte quand même, effectivement. Dans le deuxième cas de figure, sur le cas de figure Intermarché, on a fait une étude de positionnement pour comprendre réellement comment étaient les choses. On a monté des ateliers stratégiques directement avec le client pour savoir là où on allait appuyer. Il y a le client final et il y a ses producteurs à mettre en avant et il y a la vision même de Monsieur Lacroix. Donc, l'idée, c'était vraiment de mettre tout ça en branle et de définir une stratégie d'influence digitale. Et là, on va toucher d'abord sur une notion de notoriété. Dans le premier cas de figure, on va chercher du lead entrant direct. Dans le deuxième cas de figure, c'est la notoriété et la mise en avant de certaines valeurs qui font que ça va enclencher naturellement de la vente derrière. Et on a mis en place aussi beaucoup de vidéos marketing parce qu'il fallait voir et montrer visuellement, les gens ont besoin de voir. Sur les outils, alors bon, effectivement, on travaille nous avec des outils d'analyse digitale, comme on peut les connaître, notamment sur le SEO. Donc, je ne vais pas les énumérer, mais ils sont assez nombreux. Ce qui est important, c'est la deuxième point aussi, c'est la récupération de la data. On a beau être dans du digital, dans un côté impalpable, et on l'a vu tout à l'heure dans l'automation, ce qu'on va chercher, c'est de la data. Ben là, c'est la même chose. Donc, la data, on va la récolter à la fois au travers d'interviews pour comprendre le comportement des commerciaux, comprendre le fonctionnement de l'ADV et finalement, on va aller interviewer et aller au contact des clients, du client idéal pour mieux comprendre les mécaniques et être plus performant dans la réponse. Donc, effectivement, cette data, après, on la traite. Donc, on peut y mettre de l'humain et l'IA parce que forcément, il y a des choses que l'IA peut-être ne va pas pouvoir expliquer, mais que nous, on va comprendre dans les mécaniques de croisement. Et après, il y a les croisements de la data qu'on peut aller chercher avec de l'IA. Et après, on a développé ce site tout simplement en WordPress WooCommerce, mais avec un angle de vue très stratégique et très précis. Dans le deuxième cas d'Intermarché, donc pareil, on a analysé les choses, on va bien entendu parler de benchmark aussi. On va aussi interviewer et récupérer un maximum de data. Donc là, vous vous doutez bien sur la partie producteur, quand on est allé au contact même des producteurs pour comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils proposaient, qu'est-ce qui pouvait être différenciant. On y a appuyé toute une notion de vidéo marketing, donc avec un usage réseaux sociaux et des photos. Donc, on allait au contact des producteurs, sur les points de vente, au contact des clients même de ces points de vente. Et il y avait aussi, on pouvait s'appuyer sur certains événements un peu clés puisque l'Intermarché étant partenaire de certains événements très différents, ça nous permettait aussi d'avoir une prise de parole et de jouer sur la notoriété locale. Sur la partie solutions appropriées, donc sur le laboratoire, on a travaillé sur une orientation client final, bien entendu, mais aussi une forte appétence sur la partie ADV et commerciale, parce que les commerciaux, il fallait changer tous les process qui n'étaient plus les mêmes et rentrer dans une logique, quand tu as un lead qui entre, s'il te plaît, traite-le et traite-le rapidement. Donc, c'est des nouvelles perceptions des choses. Au départ, c'est frustrant parce que ça change les habitudes, l'être humain n'aime pas le changement, mais finalement, il voit rapidement l'intérêt et le gain. Et c'est là où aussi on a un travail éducatif de faire comprendre, notamment sur les cellules commerciales, que oui, le digital, ça peut pomper l'air, mais que finalement, ils ont à y gagner pour avoir du lead qualifié, mieux qualifié, moins de perte de temps sur des leads qui sont absolument pas qualifiés et finalement un process qui est en route, qui est écrit et tout le monde avance de la même manière et un meilleur traitement de la data. Donc, c'est lié à aussi effectivement une transformation finalement des équipes parce qu'on bouscule. Et c'est vrai que sur des rendez-vous et des réunions, on a bousculé les choses. On fait pas le pourquoi du comment, on pèse le pour et le contre.
Sur le côté d'Intermarché, on a vraiment donc travaillé sur, je ne sais pas pourquoi ça a remis ça, on a travaillé vraiment sur cette notion de positionnement et avoir des éléments différenciants. On peut dire les choses, mais il y a des manières de le faire qui font que ça va mettre en avant et mettre en valeur un certain nombre de choses. Et donc là, on s'est appuyé spécifiquement sur le profil LinkedIn de Monsieur Lacroix, qui est assez visionnaire, assez dynamique et qui a 50 idées à la minute et qui surtout les met en place. Et donc, on le voit assez aisément, l'innovation, on est allé toucher sur des vidéos, sur des choses où même lui se disait, mais vous êtes sûr là, vous êtes sûr qu'on y va? Oui, oui, on y va parce que telle et telle raison. Et effectivement, ça s'est vérifié derrière. Et lui, il a vu assez rapidement sur les résultats, notamment sur les points de vente qui ont vraiment explosé. Sur des bénéfices, alors il y en a forcément que quelques-uns, il y en a qui sont plus mesurables, d'autres moins, même si on détermine des KPI au départ. Sur le laboratoire, ben, en fait, on a une conversion qui a explosé sur le site. Pourquoi? Parce qu'on a mené aussi une démarche et voilà, ça allait même jusqu'à est-ce qu'on affiche les prix au départ? Est-ce que, vu que ça s'adresse à des professionnels qui doivent avoir des certifications, ils doivent monter patte blanche avant ou pas? Quelle articulation on donne? Et ça veut dire aussi que la personne qui s'installe ou l'entreprise qui s'installe va choisir un fournisseur de produits, comment il procède. Donc finalement, on est arrivé sur un pourcentage d'augmentation de conversion sur le site qui est énorme puisqu'on est passé à plus de 400%. Sur les nouveaux utilisateurs, inutile de dire, vu qu'à partir du moment où on rentre vraiment dans une stratégie digitale et qu'on ne pose pas un e-shop tout mal fait, tout ancien et pour lequel il n'y a aucune visibilité, très rapidement on a des nouveaux utilisateurs. Et donc, ça, c'est les premiers points. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, cette lecture-là, c'est un retour sur 4 mois. Donc, ça vous laisse imaginer, en travaillant là sur notamment de la campagne payante, parce qu'on sait très bien que sur la visibilité naturelle et organique, le temps sera plus long et on va prendre des mesures à partir de, on va dire, 6-7 mois où on va commencer vraiment à voir les évolutions. Sur le côté Intermarché, donc là, on est parti d'un profil en création et on l'a monté à plus de 11 000 abonnés, avec beaucoup d'interactions off, on va dire, qui ne se voient pas, des prises de contact, des demandes de rendez-vous directement via le LinkedIn, la messagerie. On a des postes qui sont montés, il ne faut pas oublier quand même qu'on est sur une localisation région toulousaine. On est monté sur des postes pour certains à plus presque 78 600 impressions, voire même un peu plus. On a monté beaucoup de vidéos marketing, mais c'est ce que les gens ont besoin de voir, de vivre un peu l'expérience. On a monté une vidéo avec une émission spécifique d'ailleurs qui est très attendue et ça, on va travailler effectivement sur la notoriété on arrive sur un total sur une année à plus de 900 000 impressions. Donc finalement, dans les différents cas de figure, dans le premier cas de figure, on travaille, et je crois que je l'ai mis après sur la... Je vais y arriver après. Dans le premier cas de figure, la stratégie d'influence, c'est de la marque par la marque, c'est-à-dire qu'en fait, là, on est parti vraiment de la marque à pousser au travers de son expertise, de ses valeurs et d'une visibilité croissante sur le digital, moyennant le multicanal. Dans le deuxième cas de figure, là, la stratégie d'influence de la marque, elle s'est faite par une personnalité. Donc, c'est en ça où c'était intéressant. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant parce que sur LinkedIn, on va davantage travailler sur des profils que sur des pages. Les pages viennent en appui, mais c'est à peu près tout. Dans les perspectives, alors il y a des choses bien entendu que je ne peux pas dire, qui sont liées au secret professionnel. Bien entendu, dans le premier cas de figure, c'est rendre la marque incontournable sur le sujet, d'automatiser et digitaliser le process de vente encore plus. Le marketing automation, ils n'y sont pas encore, mais on sait très bien que c'est la prochaine étape. Effectivement, de booster les canaux digitaux parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de leviers à aller chercher qui aujourd'hui ne sont pas exploités. Dans le deuxième cas de figure, c'est continuer le déploiement de rubriques spécifiques avec notamment la mise en valeur des producteurs, des acteurs locaux, la valorisation de l'humain et des richesses des productions locales, puisque c'était quand même la ligne de conduite. Chaque magasin est libre de choisir ses propres producteurs locaux. Et puis après, le lancement de nouvelles rubriques pour continuer à travailler la notoriété. Voilà, donc j'ai mis la photo de tous les deux. L'interlocuteur habituellement sur Digital 113, c'est plutôt Valentin. Mais si vous tapez Valentin ou Agnès, forcément, vous allez me trouver également.
voilà, l'idée, c'était vraiment au travers de 2 cas un petit peu différents, des choses qui s'entrecroisent et finalement une démarche qui reste la même et une stratégie. Le terme stratégie est ultra important. On peut utiliser n'importe quel outil. L'outil reste un outil, mais il faut savoir utiliser le bon outil en fonction de la stratégie digitale qui aura été mise en place dans un objectif final quand même d'amener du lead entrant et de générer du chiffre d'affaires. Parfait. Merci beaucoup Agnès pour ces deux Avec plaisir. présentations des deux cas d'usage en parallèle. C'était parfait. On va du coup enchaîner plus en détail sur la partie du coup, CRM. On en a un peu parlé aussi au début et ERP, que c'est important aussi d'optimiser son CRM et son ERP. Et pour ça, je vais donner tout de suite la parole du coup à Albin Giraud, qui est associé fondateur chez Gamebauer, et à Jade Gamero, qui est responsable marketing chez Line Paysanne. Donc, on a le client qui est présent pour présenter du coup ce cas d'usage chez Line Paysanne. Bonjour à tous. Donc, je suis Albin Giraud. Je suis fondateur du cabinet Gamebauer. Alors, je ne sais pas comment on fait pour passer à la slide suivante. Alors, je crois que tu ne peux pas te donner la main parce que tu es sur une version web, mais je vais le faire du coup. Ok, super. Alors, est-ce que tu peux passer au prochain slide, s'il te plaît? Voilà, donc rapidement, Gamebauer, qui sommes-nous? Donc, Gamebauer est un cabinet de conseil en système d'information. Donc, on existe depuis 2016. Le cabinet est situé à Toulouse. Les équipes sont situées à Toulouse. On est une quinzaine de consultants. Et on intervient, notre expertise, c'est le système d'information. Donc, on développe du conseil et de l'expertise autour de tout ce qui est outils ERP et CRM pour nos clients. Donc, on intervient aussi bien sur des volets finance, logistique ou production pour aider nos clients à se structurer, à structurer leur système d'information et notamment à travers l'ERP Odoo. Est-ce que tu peux passer le slide, s'il te plaît? Ah, Angélique, est-ce que tu peux passer au prochain? Ouais, merci. Non, revenir un cran en arrière. Voilà. C'est bon là? Ok. Ouais, nickel. Alors, rapidement, Odoo, qu'est-ce que c'est? Odoo, c'est donc une application, un ERP, donc un logiciel de gestion intégré qui va intégrer de façon modulaire tout un ensemble de fonctionnalités afin de pouvoir gérer une entreprise. Donc, on peut partir, par exemple, de la comptabilité qui va être intégrée dans Odoo, qui va permettre donc de gérer tout ce qui est flux financier dans l'application. Mais on va retrouver aussi des applications CRM à l'instar de Salesforce qu'on peut retrouver dans Odoo. On va retrouver aussi des applications points de vente qui vont permettre de gérer des boutiques physiques cette fois. On va pouvoir aussi retrouver de la gestion de stock. Voilà, tout un ensemble de modules qui sont intégrés dans un seul outil. Et une des grosses forces de l'ERP, c'est justement cette intégration qui va permettre d'avoir une donnée qui est la plus propre possible et surtout qui n'est pas recopiée d'une application à l'autre. Et ça permet aussi de faciliter la vie des utilisateurs puisqu'on n'a pas besoin de ressaisir un contact d'une application à l'autre. Tout est centralisé, tout est accessible aux personnes qui en ont besoin. Donc voilà quelques mots sur Odoo. Est-ce que tu peux passer aux slides suivantes, s'il te plaît? Voilà, merci. On a rencontré Line Paysanne en 2021, donc par l'intermédiaire de Thierry Arène, qui nous avait mis en contact. En 2021, donc Line Paysanne avait déjà quelques années d'existence. Et en 2021, en fait, Line Paysanne arrivait à un cap en fait qu'il fallait franchir. Il y avait plusieurs enjeux. Premier enjeu pour Line Paysanne, c'est que c'est une entreprise multicanale, c'est-à-dire que son commerce se fait à travers un site e-commerce, à travers une boutique physique qui est à Saverdun et à travers des boutiques éphémères, comme par exemple le Salon de l'Agriculture ou des foires diverses en France. Il y a aussi un canal B2B qui a été mis en place entre-temps, et aussi une activité de vente de tapis, qui est aussi un canal commercial particulier. Donc, une entreprise multicanale.
et aussi une chaîne d'approvisionnement assez complexe, puisque Laine Paysanne design et produit des vêtements en laine, et donc la chaîne part de la tonte des moutons jusqu'à la production, au tricotage des vêtements, en passant par les phases de lavage, de cardage, etc., etc. Donc une chaîne d'approvisionnement complexe, et du coup, en 2021, Laine Paysanne était un peu au milieu du gué, avec des processus complexes, un modèle business qui était assez complexe, et pas d'outils pour gérer cette complexité. Et donc l'enjeu dans le projet de mise en œuvre de Odoo, c'était justement de doter Laine Paysanne d'une sorte de colonne vertébrale pour que les activités se fassent de façon plus fluide, et que l'équipe puisse croître et travailler sur ces vrais projets, qui est plutôt la promotion de vêtements en laine, plutôt que de la saisie de factures ou ce genre de choses. Donc c'est comme ça qu'on a rencontré Laine Paysanne dans ce contexte. Et on a travaillé ensemble sur l'intégration de Odoo dans le système d'information. Cette intégration s'est faite en deux grandes phases. D'abord, une phase où on a pris le temps de cadrer, d'analyser les processus, et une deuxième phase qui était la phase d'intégration, où là, on a construit le système d'information autour de l'application Odoo. Le résultat, c'est ce que vous voyez à l'écran, en fait, hein. L'ensemble des processus de gestion sont intégrés dans Odoo. Donc, on va retrouver tout en haut un macro-processus d'administration des ventes, où l'ensemble des ventes sont consolidées dans l'application Odoo, qui va gérer ensuite, suivre la partie préparation des commandes, expédition des commandes et la facturation client. Donc, on va retrouver ensuite une partie plus finance, donc avec la possibilité du coup de gérer les coûts de production, d'avoir un reporting financier en temps réel. Alors, en temps réel, au mois près, ce que nous expliquera Jade. Voilà, donc tout le processus financier intégré directement dans Odoo. Tout ce qui est approvisionnement, donc c'est les parties du bas, avec la chaîne d'approvisionnement, donc les prévisions de production en fonction des besoins et en fonction aussi des quantités de laine récoltées. Et puis ensuite, l'animation à travers un réseau de fournisseurs et de sous-traitants jusqu'à la production des vêtements. Et donc, tout ça se termine avec la tenue des stocks qui permet d'alimenter et de répondre aux besoins des clients. Voilà. Donc, une équipe assez restreinte. Il y avait moins d'une dizaine de personnes quand on a commencé à travailler avec Laine Paysanne, mais des processus complexes à mettre en œuvre. Et c'est là toute la richesse de l'ERP. Mais ce que je propose, c'est que du coup, Jade prenne le relais pour décrire de façon plus concrète en quoi Odoo les aide. Alors bonjour, je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, Super. Du coup, oui, moi c'est Jade, donc je travaille chez Laine Paysanne en tant que responsable marketing. Alors je pense que tu peux passer à cette slide, s'il te plaît. alors, je pense que tu as la main, mais Ah, j'ai la main, moi? oui. Ah oui, j'ai la main. Super. Alors, du coup, pour vous présenter un peu Laine Paysanne, donc c'est une structure qui a été créée en 2016 et qui est passée en fait de la forme d'association à SIC. Donc, c'est une société coopérative d'intérêt collectif et qui a été en fait cofondée par Olivia, donc qui elle est tisserande de formation, et Paul, lui, qui est éleveur de brebis tarasconnaise en Ariège. Donc en fait, le projet, il va avoir pour objectif de valoriser la laine principalement des Pyrénées, parce que là, chez les agriculteurs, en fait, la laine, c'est considéré comme un sous-produit. Et donc nous, on va intervenir sur les chantiers de tonte pour venir trier la laine à la main. Et ensuite, il y a tout en fait un processus de création où la laine va être ensuite lavée en Haute-Loire, donc en France. Elle va partir ensuite après à la filature pour là en faire du fil. Et après, ça va être dispatché au sein de en fait, différents ateliers avec lesquels on travaille en France, où ça va être soit les ateliers de tricotage ou bien de tissage. Et donc ensuite, ça fait qu'on a
une gamme plutôt complète avec une partie vêtements, une partie maison et une partie matière. Et on fait des tapis qui, eux, pour le coup, ils sont tissés dans nos ateliers en Ariège. Et donc après, comme l'a expliqué Albin, on s'occupe aussi de toute la partie commercialisation. Et donc, ça va être autant en vente directe que en vente en ligne. Donc maintenant, je vais parler un peu plus de comment on utilise l'ERP au sein de l'NPZAN. Et j'arrive plus à passer la slide. Ah, Oui, c'est c'est bon. bon, C'est bon. ça met un peu de temps. Alors, sur la partie gestion de la production, donc comme je le disais, en fait, ça va être très important pour nous d'avoir tout ce suivi en fait complet de la filière laine et pour avoir un produit où en fait pour chaque pull, on peut expliquer comment il a été fabriqué et avec quelle laine. Et donc sur Odoo, on va avoir une partie où on gère la production. Et là, ce que j'ai mis en image, c'est que, en fait, par exemple, pour le fil en retors écru qu'on va utiliser pour, notamment pour fabriquer nos pulls, on va pouvoir savoir en fait quand est-ce que ce fil il a été récolté et combien il reste en quantité dans les différents ateliers de production et aussi chez nous. Donc, c'est ce qu'on voit par exemple avec le lot 1 2023 où là, il nous reste environ 31 kilos. Et après aussi, ce qui est intéressant, c'est que par produit, on va avoir tous les composants qui sont référencés. Et donc, ça fait que quand on a un produit qui est ajouté sur Odoo, ça va venir déduire les quantités de matières, de composants qui sont utilisés pour ces produits. Et après, pareil, on peut savoir on peut savoir combien il nous reste de matière dans nos différents ateliers partenaires. Alors ensuite, pour la gestion des stocks, donc ce qu'a expliqué Albin, c'est que pour nous, c'est assez compliqué parce qu'on a du stock qui est un peu éparpillé partout en fonction des événements et de ce qu'on fait aussi avec le site e-commerce. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que Odoo, ça va nous permettre de voir par produit où c'est qu'on a le stock. Donc là, par exemple, avec le pull mixte graines, on voit qu'on en a 13 en quantité. Et ensuite, on peut savoir que en fonction de quelle taille, combien il en reste. Donc, par exemple, avec le M, où on en a 6 en stock. Et ensuite, on peut approfondir en regardant en fait combien il y en a et où c'est qu'il est placé. Par exemple, là, ce qu'on voit sur la dernière capture du bas, c'est qu'on va en avoir 4 finalement qui sont en stock chez nous. Et après, il y en a 2 autres qui sont chez des revendeurs avec qui on travaille. Et ensuite, ce qui est important pour nous, Odoo, ça va nous permettre de faire des transferts de stock. C'est-à-dire que si on a du stock qui est à laine paysanne, on va pouvoir le transférer dans un autre emplacement. Et ça va faciliter en fait toute cette gestion des stocks. Ça va éviter les erreurs de stock qui sont problématiques quand on vend un produit et qui finalement on se rend compte qu'il n'est plus en stock. Voilà pour cette partie. Après, pour ce qui est de la partie comptabilité, là, Odoo, ça a été un super outil pour notre comptable Magali parce que avant, elle avait beaucoup de retard sur sa comptabilité parce qu'il y avait un gros travail de, de saisie comptable. Et là, maintenant, avec Odoo, elle a beaucoup plus un travail qui va être de contrôler. En fait, par exemple, les ventes, elles remontent directement sur Odoo. Et elle a plus qu'à choisir qu'à indiquer le mode de paiement qui a été utilisé. Et ça fait que maintenant, par rapport à sa comptabilité, elle a gagné 3 mois, parce qu'avant, elle avait à peu près 4 mois de retard. Voilà. Et aussi, ça lui permet d'avoir, en fait, ça répond mieux au principe de réalité dont la comptabilité doit faire l'objet. Alors, ensuite, Merci, j'ai trop passé. C'est bon. Alors, pour la partie gestion de la relation client,
Nous, on va utiliser Odoo pour les tapis qui, comme je le disais, ils sont confectionnés dans nos ateliers. Et en fait, Sarah, la tisserande, elle va le faire tout ce travail de suivi de la relation client. Où là, ce qu'on voit sur la capture d'écran, c'est qu'en fait, elle met tous ses devis, les demandes qu'elle a faites, et ensuite, ça aboutit jusqu'au tapis qui est confectionné et à la gestion du paiement avec les clients. Et ça permet qu'elle puisse avoir un suivi, de pouvoir relancer en fait les clients et donc de mettre en place des stratégies commerciales. Et ensuite, pour terminer donc avec le site e-commerce, nous en fait, ça représente 2 tiers de notre chiffre d'affaires. Donc, il est principalement fait sur notre site en ligne. Et Odoo, en fait, il va y avoir un connecteur qui va faire le lien entre le site, qui est un site WordPress, et Odoo. Et donc, il y a toutes les informations qui vont être transférées directement sur Odoo, donc sur les ventes et la gestion des stocks. Et donc, on a sur Odoo un module des ventes où on a des tableaux de bord et ça nous permet de voir qu'est-ce qui a été vendu, en quelle quantité, la période, et ça nous permet aussi de voir tout au long du temps les ventes qu'on a fait parce qu'il y a tout qui est répertorié dessus. Alors, pour conclure, ce partenariat, ça va bientôt faire 5 ans. Donc, on travaille avec Gamebauer. Et en fait, la Odoo et le fait que Gamebauer nous ait proposé un outil qui réponde complètement à nos problématiques métiers, ça a eu un impact sur notre efficacité, sur la performance. Et l'objectif futur, c'est de monter en version sur Odoo pour avoir encore plus d'outils à notre disposition. Voilà, merci. Merci beaucoup, en tout cas, pour le retour, le partage d'expérience sur l'optimisation du CRM Odoo chez Laine Paysanne. C'était très intéressant. Et vous avez parlé de relations clients. Eh bien, on va voir aussi un cas d'usage qui est plus orienté sur la partie relations clients et chatbot avec du coup Synapse Développement. Et je vais tout de suite laisser la parole à Kautar Roudiès, qui est Head of Sales chez Synapse. Merci Angélique. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien du coup? Oui, très bien. Super. Du coup, effectivement, transition parfaite. Du coup, moi, je vais évoquer plutôt le scope de la relation client dans le monde des assistants métiers, qu'on appelle aussi des agents conversationnels, des chatbots. Hop, voilà, super, j'ai la main. C'est vrai que jusqu'à présent, on a pas mal évoqué la partie développement commercial. Moi, là, ce que je vais vous présenter et illustrer à travers une collaboration sur un de nos clients dont on n'est pas peu fier, qui s'appelle Isagri, c'est plutôt la partie fidélisation. Donc, en gros, comment on va chercher du numérique, comment on va mettre de l'IA pour aller chercher plus d'expérience client, pour élever l'expérience utilisateur. Et du coup, je vais faire un focus là-dessus dans le cadre de nos collaborations via Synapse que je représente. Alors, du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement ce qu'on fait au niveau de Synapse et ce que je fais moi aussi. Je ferai pareil pour Isagri, puis après, je vous montrerai un peu tout ce qu'on a co-construit avec eux. Donc, moi, je suis, comme tu l'as dit, Angélique Kautar-Roudiès, je suis Head of Sales au sein de Synapse. Donc, moi, je pilote la partie commerciale. Et Synapse, du coup, on est une agence IA, on est basé à Toulouse. Ça fait 20 ans qu'on fait de l'IA, donc on est vraiment un pur player de l'IA. On fait ça à Toulouse, en France, à l'international. Et nous, notre objectif, c'est d'accompagner nos clients dans la modélisation et dans le déploiement de projets de transfo à travers l'IA. Donc, en fait, nous, on va aller les aider à mettre de la tech, de l'IA dans les process qu'il faut pour aller chercher plus de performance. Et du coup, on va le faire soit à travers des actifs technologiques propres. Donc, en fait, on a aussi une partie éditeur, donc on édite des solutions, soit à travers des solutions qui existent sur le marché. Dans les deux cas, l'objectif, c'est d'aller chercher le meilleur et de le personnaliser, mais
toujours orienté métier. Tout ce qu'on veut, c'est apporter de la tech au service des métiers, au service de la performance globale pour avoir de l'impact, créer de la valeur. Vous voyez pas mal de logos à l'écran parce que du coup, de par cette expérience et ces 20 ans d'innovation, de veille, bah, du coup, on est aussi particulièrement impliqué dans l'écosystème numérique. Digital 113, du coup, grâce à qui je suis là aujourd'hui, mais aussi pas mal de programmes au niveau national. Par exemple, on est référencé, on est expert à la BPI sur la partie Diag, Data et IA. Vous avez beaucoup parlé de diagnostic. Bah, effectivement, nous, on est référencé par la BPI sur le sujet, donc on est capable d'aller débloquer les fonds, par exemple, qu'ils ont, eux, des programmes pour notamment aller détecter à travers des diagnostics qui sont pris en charge par la BPI, aller détecter des cas d'usage, donc en fait des métiers, des process métiers sur lesquels l'IA permettrait d'aller chercher plus de performance. On est membre du programme France 2030 et équipe de France du numérique, donc activateur France Num. On va aussi intervenir dans des équipes de la formation, soit sur la partie acculturation, donc faire passer des équipes du niveau 0 au niveau 1, donc qu'est-ce que je peux faire avec de l'IA de manière positive, de manière bienveillante, ou sur des développeurs déjà experts, comment je vais chercher plus en termes d'expertise. Pour ce qui est sur la partie NR, depuis quasi la création de Synapse, on a une volonté, c'est d'aller chercher, tant qu'on peut, je dirais, de la tech de manière responsable. Et la labellisation sur le label numérique responsable fait partie un peu de cette démarche-là. Ça, c'est ce qu'on fait vraiment en mode speed chez Synapse. Agence IA, on veut créer de l'impact, de la valeur chez nos clients en mettant en place de l'IA là où il faut de manière personnalisée. Maintenant, ce que Isagri fait, et c'est ce qui va nous occuper jusqu'à la fin de la présentation, Isagri, ils sont éditeurs de logiciels. Et donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils éditent et ils commercialisent une suite de logiciels. Donc, c'est vraiment une gamme, c'est pas un seul outil. C'est une gamme qui va être destinée aux agriculteurs pour les aider à gérer plus facilement leur entreprise. Donc, fluidifier en fait tous les métiers de l'entreprise dans le secteur agricole en apportant à chaque fois, donc sur chaque métier spécifique, un outil qui va permettre d'aller chercher plus de rapidité, qui va aller chercher plus d'automatisation. Donc, c'est vraiment une gamme à destination des agriculteurs pour les aider au quotidien. Ça fait 40 ans qu'ils existent, Isagri. Ils sont plus de 2000 collaborateurs au niveau de leur entreprise. Et surtout, ils ont 200 000 clients, donc 200 000 plutôt utilisateurs finaux. Donc, c'est des personnes qui ont des comptes au sein de ces logiciels qu'ils commercialisent. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser sur la suite de la présentation du. Pourquoi? Parce que une gamme de logiciels, ça veut dire bah, du coup un logiciel par cas d'usage. Et 200 000 utilisateurs, ça fait beaucoup de monde qui utilise ces outils. Une équipe support qui va gérer ses utilisateurs. Quand on parle de gérer un utilisateur, c'est l'accompagner sur l'utilisation quotidienne de l'outil, c'est l'accompagner sur la prise en main de l'outil et c'est aussi beaucoup l'accompagner sur la résolution de ses problématiques parce que c'est là où on va trouver de l'insatisfaction et l'insatisfaction, ça fait écho dans un portefeuille client. Donc, c'est vraiment là où l'équipe support a beaucoup de valeur. C'est quand l'utilisateur ne s'y retrouve pas, a un problème, est confronté à un souci, comment rapidement je peux l'embarquer vers une solution pour ne pas rester sur cette expérience déceptive et aller sur de la résolution. Nous, avec Synapse, de manière plus macro, on travaille beaucoup avec les métiers de la relation client. Et quand on a rencontré Isagri, on a trouvé que leur équipe support, elle était quand même j'allais dire costaud. Je veux dire par là qu'elle était structurée, qu'elle était processée, qu'on avait des gens qui étaient identifiés, qu'elle était outillée. Et cette équipe support, elle gérait à peu près 50 000 sollicitations par mois, donc toute la gamme de logiciels, donc tout logiciel confondu. Par contre,
Et c'est la raison pour laquelle ils sont venus nous voir, c'est qu'ils avaient identifié un problème en interne qui était pour eux levier finalement de performance dans la mesure où s'ils arrivaient à adresser ce souci-là, d'aller chercher plus de performance sur la partie expérience client. Et le sujet commun, du coup, qu'on a adressé, c'est qu'aujourd'hui, 80% des questions, des sujets qui étaient traités par cette équipe support, pardon, c'était des questions de niveau qu'on appelle zéro dans les métiers de la relation client, dans la mesure où c'est des questions simples. Elles sont simples, pourquoi? Parce que la réponse, elle est déjà accessible à la personne qui pose la question dans une FAQ, dans une documentation de support. Pour autant, l'équipe, elle est majoritairement mobilisée sur ces sujets dits simples. Quel impact ça a au niveau de la relation client? Eh ben, les personnes qui vont passer du temps à gérer ces questions simples, c'est du temps en moins, ou en tout cas du temps qui est décalé pour aller aborder des questions plus complexes. Complexes, pourquoi? Ben, parce qu'elles demandent à mobiliser des personnes en interne, parce que la réponse, elle n'est pas accessible à l'utilisateur. Et du coup, plus globalement, l'équipe support, elle a vraiment de la valeur à aller se concentrer sur des sujets complexes. Donc, ceux-là, finalement, qui sont retardés parce que la majorité du temps, ils répondent à des questions niveau zéro. Donc, c'est le premier impact, c'est je passe trop de temps à gérer des questions simples et je passe pas assez de temps à gérer des questions sur lesquelles j'ai vraiment de la valeur. L'impact numéro 2, c'est que du coup, le temps que je vais mettre à ouvrir les sujets sur lesquels j'ai de la valeur, il est rallongé. En fait, mon utilisateur, il pose la question. Moi, je suis mobilisée sur des questions simples. Et quand je vais aller chercher la réponse à la question complexe, ben, il s'est déjà passé 3 jours. Donc, c'est un temps de demande qui est rallongé. Ceux qui ont touché un peu à la relation client savent que ce temps qu'on met à répondre, à débugger, à apporter une solution, c'est du temps qui est long pour l'utilisateur et c'est du temps qui est cause d'insatisfaction. En tout cas, c'est là où l'éditeur, il va pouvoir faire ses preuves, c'est sur sa capacité à être réactif quand j'apporte déception. C'est l'impact numéro 2. Plus globalement, on a un impact macro, c'est que les clients, ils sont hyper dépendants de cette équipe support-là. Et en fait, on les embarque pas dans une manière d'utiliser l'outil, dans un univers où on va aller les autonomiser parce que dès que j'ai un souci, bah, je pose une question. Donc, en fait, ils sont très, très dépendants de l'équipe support sur la prise en main, sur la partie onboarding et surtout derrière sur l'utilisation de la solution. Du coup, face à cet enjeu qu'on a d'aller replacer les gens là où ils ont vraiment de la valeur et d'aller absorber les impacts et de mitiger les risques qu'on a sur les temps de traitement qui sont rallongés, l'autonomisation de l'utilisateur et globalement le côté déceptif, on a travaillé ensemble avec Isagri sur le fait d'aller déployer un assistant métier, donc un agent conversationnel tu vas être capable de comprendre le langage naturel. Donc, le langage naturel, c'est le langage qu'on utilise tous au quotidien pour prendre le relais sur toutes ces demandes-là de la vie courante, euh, 80% du temps qui est mobilisé par les équipes. Et cet agent conversationnel, on va lui déléguer la gestion de ces demandes courantes parce que on va le connecter à toute la documentation qui existe chez Isagri. Tout ça toujours orienté client, orienté valeur, orienté impact. Comment ça se passe côté Synapse avec notre solution Dirbot et comment on fait pour co-construire avec le client et derrière déployer la solution? Ce qu'on fait nous en interne, c'est qu'on va s'appuyer du coup sur la robustesse d'une techno propriétaire. En fait, sur Dirbot, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on est capable d'aller nous connecter à une documentation de référence de dire à la solution, tu vas lire cette documentation, tu vas comprendre sa structure, tu vas comprendre son sens, et du coup, derrière, tu vas être capable de générer automatiquement ce qu'on appelle une base de connaissances dynamique. Une base de connaissances, c'est le terme tech, mais pour le commun des mortels, c'est le cerveau du chatbot. C'est tous les scénarios conversationnels, tous les couples de questions-réponses qu'il pourrait y avoir sur la base de cette documentation. Donc là où on des solutions classiques vont dire, il faut qu'on écrive à la main possible avec un bot. Nous, on va fonctionner à l'inverse. On va prendre notre solution, on va lui soumettre tout plein de documentation, on va lui dire, maintenant, tu dois être capable de
converser sur tous les sujets qui se rapportent à cette documentation-là. Des fiches, du PDF, du HTML, du PowerPoint, des images, des vidéos. Il faut que tu absorbes. On parle de base de connaissances dynamique. Pourquoi dynamique? Parce que notre base de connaissances, elle doit être capable d'évoluer avec deux choses. La première, c'est la connaissance de l'entreprise, donc la connaissance d'Isagri, parce qu'ils vont changer leur documentation. Donc, notre solution, elle doit être capable de changer sa manière de répondre avec la doc. Et notre solution, elle doit être capable aussi d'évoluer en fonction des retours utilisateurs. C'est pour ça qu'on parle de base de connaissances dynamique. Le deuxième point, notre proposition de valeur, c'est de dire on veut vous accompagner sur toute votre gamme de logiciels. Vous en avez 10, mais avant de faire les 10 d'un coup, on va prouver la valeur de la solution sur 2 logiciels. On va tester ça sur un panel d'utilisateurs réduit. Et puis derrière, on va être capable d'étendre la solution à toute votre gamme de logiciels quand on aura validé l'adhésion des utilisateurs et le fait qu'elle fonctionne correctement. En termes de méthodo-projet, du coup, et ça, c'est un point qui est important, notamment aujourd'hui avec les projets IA, les projets numériques, les projets digitaux, c'est qu'on se rend compte que 80% de la réussite d'un projet ne dépend pas de la tech, mais bien de la manière dont on va conduire le projet. Et ça, c'est quelque chose qui a particulièrement bien fonctionné avec Isagri, qui est régulièrement valorisé par nos clients. C'est comment on arrive à co-construire la solution, le projet, à travers vraiment une approche qui est vachement basée sur des itérations. On est vraiment sur une mise en œuvre qui va être collaborative. Elle se traduit en interne chez Synapse par une méthode en 3 points: phase de préparation, phase de mise au point, et une phase qu'on appelle de test ou d'expérimentation. L'objectif de la phase de préparation, c'est de livrer le plus rapidement possible une V0. Pourquoi? Parce qu'on veut très rapidement aller sur une base de travail commune sur laquelle on va pouvoir itérer avec Isagri. Donc, ça demande en amont à identifier les fameuses ressources documentaires sur lesquelles le bot va s'appuyer. Ça demande de pré-régler certaines choses au niveau du bot, donc notamment aller structurer les premiers scénarios de questions et réponses et de faire en mode quick and dirty, mais c'est plus quick, je dirais, que dirty, d'aller livrer une V0. Pourquoi? Parce que cette V0, elle va nous permettre d'aller sur des ateliers avec Isagri pour mettre au point la solution. Mettre au point, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va aller mobiliser une équipe très réduite d'utilisateurs parce qu'on veut tester cette V0-là et on veut identifier les leviers d'amélioration. On veut analyser les réponses, analyser la satisfaction et ajuster ce qui doit être ajusté. C'est aussi sur cette phase de mise au point qu'on va intégrer la réalité métier de Isagri. Qu'est-ce que c'est la réalité? Dans leur documentation, ils vont utiliser un vocabulaire de type, par exemple, ils vont parler de problèmes, de bugs, alors que côté utilisateur, on va parler plutôt de trucs qui marchent mal. Et donc là, la solution, il faut qu'on lui dise que quand Isagri en interne dans la doc parle de bugs, de problématiques, l'utilisateur, il peut parler d'un truc qui marche mal. Il faut être capable de faire le lien. Et aussi là, on va mettre en place ce qu'on appelle du transactionnel. Par exemple, quand le chatbot n'apporte pas satisfaction, on aimerait bien le connecter à un outil de script, un agent qui reprenne la main. Donc, c'est vraiment sur cette phase de mise au point qu'on va passer du niveau 1 à 2, et générer une V0 d'un chatbot sur la base de la documentation théorique. Comment je fais pour faire évoluer cette V0 vers une vraie réalité opérationnelle qui colle à la manière dont les utilisateurs me posent des questions et à ce que je veux offrir comme expérience en termes de prise en charge si le bot ne répond pas de manière satisfaisante à travers la documentation. Phase de mise au point terminée, on va lancer un test plus large parce que jusqu'à présent, on avait testé sur une dizaine de personnes. Là, on veut vraiment aller sur de l'expérimentation à plus grande échelle. On veut élargir le test sur des vrais utilisateurs. On veut mesurer, monitorer à travers les méthodes de satisfaction. Et surtout, on veut former les équipes Isagri pour qu'elles puissent piloter et optimiser l'IA sans avoir besoin de nous, qu'elles restent dans la maîtrise de la connaissance, parce que nous, on veut que le bot s'adapte au métier, s'adapte au bot, et d'être dans une dynamique, on va dire, de
d'IA ou de bots positifs, bienveillants, notamment sur les bonnes pratiques d'utilisation, tout ce qui va toucher à la sécurité. Donc, c'est la méthode itérative Synapse Isagri. On prépare, on met au point et on teste avant de valider et ouvrir au grand public les 200 000 utilisateurs. Il nous reste 3 petites minutes. J'ai bientôt fini. On aura fini à 30. Au niveau impact, qu'est-ce qu'on a créé en termes de résultats? On a plutôt du quanti, on a également du quali. Sur la partie quanti, on a gagné 2 secondes sur les temps de réponse. Pardon, non, c'est pas qu'on a gagné 2 secondes, c'est qu'on est à 2 secondes de temps de réponse sur ces questions simples, puisque tout est délégué au chatbot. On a 95% de taux de satisfaction, on est capable de le mesurer parce qu'à chaque fois qu'on apporte une réponse, on demande à l'utilisateur s'il est content ou pas content. Et surtout, on a diminué par 2 le nombre de tickets traités par les agents, ce qui fait qu'ils ont beaucoup plus de temps et qu'ils arrivent beaucoup plus rapidement sur les questions sur lesquelles ils ont une vraie valeur, ces fameuses questions qu'on a évoquées au début. Derrière, on a un apport qui est aussi qualitatif, c'est qu'à travers le dashboard, on peut avoir l'historique complet des conversations qu'on a eues avec les utilisateurs. Ça, c'est vraiment de la richesse sur la connaissance client sur laquelle on peut capitaliser, mieux connaître le client et lui apporter plus de valeur. On a la possibilité de segmenter à travers les logiciels. Donc, on peut avoir des statistiques par logiciel, aller des thématiques qui sont les plus questionnées, quelles sont les questions qui ont le plus causé d'insatisfaction. Donc ça nous permet d'aller prioriser, enfin surtout au marketing et à la relation exacte. Nous, au support, on les aide à prioriser leur action. Plus globalement, on va sur une approche de stratégie de gestion de la connaissance au niveau d'une entreprise, parce que la connaissance est un vrai capital. On va les aider à mapper la connaissance qu'ils ont, les manques qu'ils auraient pour aller cibler les mises à jour qu'ils peuvent faire. Bearbot, avec Isagri, les prochaines étapes, de couvrir l'ensemble de la suite logicielle. On a quasi couvert la totalité des logiciels, il nous en reste 2. C'est d'aller chercher du multilingue, de connecter un callbot, donc de la voix, en plus de ce qu'on fait sur des outils de ticketing, et d'aller chercher plus d'adaptation stylistique, parce que quelqu'un qui utilise un outil de ticketing, via le téléphone ou via un chatbot, c'est pas de la même manière. Et nous, ce qu'on veut, c'est quand la personne, la manière dont le bot répond, on veut s'adapter au ton que la personne aura utilisé selon le canal initial entre. Hop, je fais un peu vite. On arrive à la fin. Et aussi la fin pour moi. Merci à tous. Et du coup, je crois qu'on arrive aux questions. Super. Merci beaucoup, Kautar, pour ce Merci à vous. cas d'usage très complet avec Isagri. Hop là. Voilà, donc on est pile sur le fil. S'il y a quand même quelques questions, n'hésitez pas à prendre la parole tout de suite voilà, en ouvrant les micros. Si vous souhaitez poser une question avant qu'on clôture, n'hésitez pas. Sinon, dans tous les cas, voilà, si vous avez des questions qui vous viennent après pour les intervenants, donc soit vous avez pris leurs coordonnées, sinon n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je pourrais vous mettre directement en relation avec les intervenants de ce webinaire. Normalement, vous avez tous reçu un rappel de ma part par mail ce matin pour le webinaire, donc vous avez mes coordonnées. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, c'est aussi que ce webinaire a été enregistré. Donc, on aura un replay qui sera diffusé, nous, sur notre site Digitalis Futur et aussi sur les réseaux sociaux. On le partagera sur LinkedIn. Voilà. Et puis, nos intervenants pourront aussi le repartager s'ils le souhaitent pour valoriser leur intervention. Voilà, s'il n'y a pas de questions particulières. Non, questions pour personne. Un petit rappel, comme on l'a dit au début, pour vous inciter à vous inscrire au prochain événement Transfo Digital Day qui se tiendra le 20 novembre en présentiel à la Cité de l'économie et des métiers de demain de Montpellier, sur lequel on a toute une journée dédiée à la transformation digitale. Et il y aura aussi une présentation l'après-midi de cas d'usage sur la filière agri-agro, mais pas que, c'est aussi sur la santé, sur le transport, mobilité. Et
vous retrouvez aussi tous les événements du programme Digitalis Futur sur chacune de nos filières prioritaires sur le site digitalisfuture.digital113.fr. On a aussi une newsletter si vous souhaitez rester informé des prochains webinaires qu'on organise dans le cadre de ce programme Digitalis Futur que vous pouvez retrouver sur notre site avec le lien direct sur le site de Digitalis Future. Voilà, je regarde dans le chat. Non, on n'a pas de questions. Et je vous propose du coup de clôturer ce webinaire. Je remercie vraiment nos intervenants pour ces cas d'usage concrets qui permettent de bien illustrer de ce qu'on peut faire grâce aux outils digitaux pour son développement commercial dans la filière. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain événement.